Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de machine learning. Ne vous inquiétez pas si c'est un mot un peu mystique pour vous, que c'est une discipline effectivement qui est assez complexe. Aujourd'hui, je vais vous démystifier pas mal de trucs. Je vais vous expliquer comment certaines choses fonctionnent en machine learning très rapidement. Ce que je vais vous expliquer en général, ça va être lié à la génération d'images, notamment donc les deepfakes. On va juste... je vais vous demander, est-ce que vous connaissez ce site qui s'appelle thispersondoesnotexist.com en levant la main? Qui connaît? Ok, nickel. Et bien aujourd'hui, on va travailler sur ce truc-là en particulier. Alors, vous l'avez vu certainement passer parce que ouais, c'est rigolo. D'ailleurs, est-ce que vous savez? Allez, celui-là, c'est un petit cadeau. This cat does not exist. Celui-là aussi, il est top. Bon, on va pas travailler sur celui-là, même si on pourrait. On va travailler sur les personnes parce que c'est un truc qui est très présent, notamment sur les réseaux sociaux. Les faux comptes vont avoir tendance à majoritairement utiliser des deepfakes comme ça, alors des deepfakes statiques avec des images. Et principalement ce site-là, parce que finalement il en existe un peu qu'un seul pour faire ce genre de truc. Alors c'est plus vraiment le cas avec DALL-E, avec Stable Diffusion, tous ces nouveaux modèles-là. Mais pour faire des fausses photos de profil et faire des bots et faire des scams sur les réseaux sociaux, c'est pas mal utilisé. Donc c'est pas mal d'avoir un détecteur de ça. J'ai cru entendre que d'ailleurs il y a une personne, un nouvel exécutif chez Twitter qui s'intéressait pas mal à stopper les bots, et ben il pourrait peut-être commencer par là. Je m'appelle Mathis Hamel, vous m'avez peut-être déjà vu sur Twitter, qui bientôt n'existera plus. Je bosse chez Coding Game en tant que tech évangéliste, un beau métier avec un titre super shiny, qui dit en fait je fais des conférences et je passe mes journées sur Twitter et je suis payé à faire ça. Qui a déjà entendu parler de Coding Game? Oh, vous régalez. J'ai des stickers d'ailleurs à la fin. J'oublie à chaque fois d'en donner, mais vous venez me voir et j'en ai plein et je vous en donnerai. Coding Game, c'est ça. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme où vous apprenez à coder, vous vous améliorez en algo en faisant du code qui joue à des jeux vidéo à votre place. Là par exemple, c'est un jeu où on a une forêt qui brûle, donc le feu il se répand et il faut couper les arbres. Il faut que votre code choisisse quels arbres couper pour éviter la propagation du feu, donc les couper en même temps que le feu se propage. Et donc voilà, on écrit du code, on essaye de marquer le plus de points possible, etc. C'est super marrant, c'est super ludique. Moi j'adore ce truc et je jouais sur ce truc-là bien avant de rejoindre Coding Game. Un truc pour lequel c'est un peu moins connu auprès de notre monde de dev, c'est nos tests de recrutement. C'est un truc un peu moins fun aussi pour nous. Mais voilà, on essaye de gamifier un peu aussi les tests de recrutement auprès des entreprises pour que notamment les RH aient l'outillage suffisant pour évaluer des profils de dev sans avoir à avoir recours à de la lecture un peu hasardeuse de CV ou de gaspiller le temps précieux de vos devs. Donc on fait aussi ça avec un joli test consolidé, etc. Voilà, ça c'était la minute promo. Maintenant, on arrête de parler de ça et on va parler deepfake. Alors, ce que je vous montre là à droite, c'est 9 images. 9 images qui sont extraites de This Person Does Not Exist. Donc c'est des personnes qui n'existent pas. Sauf une. Il y a une vraie personne là-dedans. Ok. Ah, là je vois qu'il y en a qui se sont redressés sur leur siège là. Hein, vous voulez jouer? Allez. Qui pense que c'est cette personne-là, là, tout en haut à gauche, qui est une vraie personne? Ok. Ouais, vous inquiétez pas. J'ai mis un peu les évidents vers le début, le temps que vous vous chauffiez. Qui pense que c'est le deuxième? Ok, ce troisième là? Ok, on a les premières mains levées, c'est pas mal, allez. La quatrième? Ok, celui-là, alors là vous allez être plein, voilà, ça c'est classique. C'est pas lui non plus. Celui-là? Ok, qui pense que c'est cette personne-là? Ok, et là vous commencez à y aller. Qui pense que c'est celui-là? Ok, celle-là en dernier. Très bien. Ok. Bon alors, premièrement, je vais vous dire, Strasbourg, vous êtes balèze. J'ai compté peut-être 20% des gens qui ont eu la bonne réponse. C'était lui là. Par contre, bah voilà, on se dit que on arrive à du coup détecter dans 20% des cas si une personne est vraie ou fausse. Pas suffisant. Pas suffisant, il nous faut du 99%, il nous faut du 100%. Et ça, il y a des techniques pour le faire. Je vais vous en montrer quelques-unes, mais d'abord, on va parler de comment ça marche ces générateurs-là, parce que c'est super intéressant. Est-ce qu'ils
fait une espèce de blending de plusieurs visages? Est-ce que c'est simplement des techniques algorithmiques où on peut hardcoder? Alors le réseau de neurones qui est derrière, c'est un réseau de neurones. Ce réseau de neurones-là, comment est-ce qu'il fonctionne? Alors, This Person Does Not Exist, c'est un démonstrateur d'un réseau qui s'appelle StyleGAN2. Les 3 lettres importantes là-dedans, c'est GAN, G-A-N. On va voir un petit peu après ce que ça veut dire. C'est un réseau de neurones. Alors, StyleGAN2, ça génère des images. Ici, il a été entraîné spécifiquement pour générer des visages. Et du coup, c'est utilisé en masse pour faire des faux profils sur les réseaux sociaux. Et je suis sûr que vous en avez tous vu. Donc les photos de profil sont très réalistes sur ce truc-là. Et historiquement, alors pour faire un faux profil sur les réseaux sociaux, on pouvait se faire une fausse adresse, on pouvait se faire un faux numéro de téléphone, une fausse carte bleue, un nom, on peut l'inventer aussi. Par contre, effectivement, avoir une photo de profil qui représente quelqu'un, soit on la volait sur internet, mais du coup c'était assez facile à retrouver, soit on mettait une image abstraite où on laissait juste la photo par défaut, mais du coup ça rend votre bot, votre profil moins, plus facile à détecter, quoi, moins trustworthy. On a la chance que voilà, StyleGAN2 c'est difficile à entraîner, les gens qui font des bots sur les réseaux sociaux ils vont rarement s'emmerder à faire tout ça. Donc il faut juste aller sur thispersondoesnotexist.com, rafraîchir 2-3 fois, parce qu'à chaque fois qu'on rafraîchit on a un nouveau visage. Et ils vont télécharger une photo de profil qui leur convient bien, et voilà. Et si on arrive d'une manière ou d'une autre à pirater ce site internet, à trouver une manière de détecter des images qui viennent de ça, alors on a gagné. On arrive à détecter est-ce qu'un profil est fake ou non. Alors évidemment en supposant qu'ils vont utiliser ce site-là, mais c'est en grande majorité, c'est le cas. Alors, on va d'abord parler un petit peu de machine learning. Voilà, tâchez de ne pas vous endormir. J'ai essayé de le simplifier au max. Le fonctionnement d'un GAN, c'est un truc qu'on voit en Master 2 d'IA. Là, j'essaye de vous le faire en une demi-heure à probablement pour une grande partie d'entre vous des néophytes en IA ou des gens qui ont déjà touché à quelques modèles, mais pas forcément des GAN. Donc on va reprendre la base. Qu'est-ce que c'est un réseau de neurones? Un réseau de neurones, alors c'est plein d'opérations mathématiques compliquées. En fait, non, c'est plein d'opérations mathématiques très simples, mais vraiment plein. Là je vous représente, alors c'est comme ça qu'on le voit souvent, un réseau de neurones. En fait, ce qu'on a là, les ronds c'est des additions, les flèches c'est des multiplications, c'est vraiment ça. Hein. C'est comme ça qu'on représente un enchevêtrement de plein d'opérations qui sont agencées d'une manière assez naturelle. C'est comme ça que le cerveau humain il est fait en fait. Hein. Le cerveau humain, c'est des courants électriques qui vont passer dans des espèces de fils électriques. Ensuite, entre ces fils-là, ça va se croiser, les courants vont s'additionner, etc. Et donc, on donne des courants électriques en entrée, on obtient des courants électriques en sortie, et leur intensité va dépendre de l'entrée et de à quoi on l'a entraîné, ce petit bout de cerveau. Donc là, c'est purement mathématique, hein, les réseaux de neurones. On met des nombres en entrée, on fait ces multiplications, ces additions, pif paf pouf, couche par couche, et ensuite on arrive à une sortie qui va correspondre à un ensemble de nombres qu'on veut. Alors ici, dans notre cas, par exemple, le réseau de neurones de This Person Does Not Exist, il va nous sortir, ces nombres-là, ça va être en fait plein de valeurs de pixels. Ça va être la valeur de chacun des pixels, donc de chaque composante rouge, verte et bleue des pixels de l'image, et en les remettant ensemble, on va se retrouver avec une image d'un visage. Un réseau de neurones, ça peut être entraîné pour faire vraiment énormément de tâches différentes. On a, alors je vais vous donner quelques exemples. Trouver le nom d'une espèce de plante à partir d'une photo. Ça, c'est une appli qui s'appelle PlanteNet, qui est gratuite et qui est super balèze. Vous prenez vraiment juste une photo d'une plante que vous croisez dans la nature. Ah, c'est joli, ces petites fleurs rouges là, paf. Et ça vous donne sa fiche Wikipédia, où est-ce qu'on le trouve dans le monde, etc. Super puissant, et ça c'est du réseau de neurones qu'il y a derrière. Évaluer les dégâts d'une voiture à partir d'une vidéo, ça c'est un projet sur lequel j'ai déjà bossé, c'était pour des assureurs où voilà, ils voulaient pas avoir à déployer des experts H24 pour évaluer est-ce qu'il faut envoyer une dépanneuse, combien ça va coûter de réparer, etc. Donc hop, on envoie une vidéo et ils ont une petite IA qui évalue tout ça et qui remplace le job d'un humain en le faisant presque aussi bien et 1000 fois plus vite. Troisième application, déterminer quand, voilà, ça c'est du traitement audio par exemple, on ne fait pas que de l'image, hein. Du traitement audio, déterminer quand quelqu'un dit ces deux mots magiques que je ne vais pas dire pour ne pas réveiller vos téléphones,
On a aussi de la détection, voilà, en cybersécurité, il y a pas mal d'applications. Pareil, c'est un projet super intéressant sur lequel j'avais bossé, où on branchait des réseaux de neurones pour analyser des logs système, et ça nous donnait avec une précision assez effarante quels étaient les comptes compromis là-dedans. Un GAN, c'est un type de réseau de neurones. En fait, c'est même un type de paire de réseaux de neurones, parce qu'il y a deux réseaux de neurones dans un GAN. Donc Generative Adversarial Network, c'est un réseau antagoniste génératif. Alors, génératif, ça veut dire ça génère des trucs. Antagoniste, c'est parce qu'on va voir qu'on a deux choses qui jouent l'une contre l'autre. Et network, bon bah le réseau, voilà, c'est un réseau de neurones. Ça a été vraiment, ça a eu le vent en poupe en 2016. C'est là que on a vraiment commencé à se rendre compte de la puissance de ces trucs-là. Ce qui coïncide à peu près avec l'année d'émergence de This Person Does Not Exist, qui était je crois en 2017. Mais voilà, c'est un concept tout nouveau, ça a été inventé en 2014 par un mec qui s'appelait Ian Goodfellow. Depuis, c'est un peu en baisse parce qu'on a les modèles à diffusion, notamment à diffusion guidée. Vous avez vu DALL-E de OpenAI, vous avez vu Midjourney aussi. Tous ces trucs-là, c'est des modèles à diffusion. Mais les GAN, ça marche encore très bien pour un paquet de trucs. Un GAN, comment ça marche? Un GAN, on a deux réseaux, le générateur, le discriminateur. Je vais vous expliquer comment les deux fonctionnent. C'est deux termes que vous allez devoir retenir. Le générateur, ça va être celui qui est important pour nous. C'est celui qu'on va vraiment chercher à entraîner parce que c'est celui qui va générer les images. Ce générateur, ce réseau générateur, en entrée, on va lui donner des nombres aléatoires. Alors, ça, c'est lié au fait qu'en fait, ces opérations-là, donc des additions, des multiplications, c'est déterministe. C'est-à-dire que si on lui donne toujours la même entrée, il va toujours produire la même sortie. Donc, pour le réseau de neurones, c'est en fait une forme de source d'inspiration pour puiser sa créativité, pour lui donner de l'aléatoire, pour faire en sorte qu'il ne nous renvoie pas toujours le même visage. Son job à lui, donc le générateur, ça va être de générer des visages. Voilà, job assez simple, c'est celui qui est dans This Person Does Not Exist. Le discriminateur, en revanche, son job, ça va être, on lui donne une image en entrée et on va lui dire, dis-moi, est-ce que cette image provient soit d'une vraie personne, une vraie image, soit d'un réseau de neurones qui essaye de générer des faux visages. Voilà. Bon, on a bien vu, vous, si vous étiez des discriminateurs, vous auriez 20% de score de perf. Le but, c'est d'atteindre une performance un peu plus élevée que ça. Ces deux réseaux de neurones, on va les entraîner l'un contre l'autre sous ce setup-là. Alors, on fait un jeu. On va jouer plein de parties de ce jeu-là. On a, soit on choisit une image qui vient d'un ensemble de vraies photos de visage de vrais gens, soit on choisit une photo qui provient du générateur. Et on va la présenter au discriminateur. Le discriminateur, il va dire « Ah, celle-là, moi je pense que c'est une vraie image, c'est une vraie personne. » Et si le discriminateur a raison, on va le renforcer. Alors c'est pas exactement comme ça que ça marche, mais vous pouvez vous imaginer, c'est un chien qu'on entraîne à faire des tours. Le discriminateur, il a fait un bon boulot, il a bien réussi à comprendre le pattern implicite de c'est quoi une vraie image, c'est quoi un deepfake. Et donc, on va le récompenser, on va renforcer son comportement, donc on va modifier un petit peu ces additions, ces multiplications-là qu'il a en soi. On va modifier ses paramètres un tout petit peu pour qu'il continue à faire ça et qu'il fasse ça de mieux en mieux. Le générateur, à contrario, s'il arrive à arnaquer le discriminateur, et c'est lui qu'on va récompenser, c'est lui qui va s'améliorer. Et du coup, quand l'un est récompensé, l'autre aussi, on va un petit peu le punir, on va lui dire bah non, là tu t'es trompé, la prochaine fois fais mieux. Donc pareil, le générateur, au début il va nous générer des images qui sont vraiment nulles, et de mieux en mieux il va s'améliorer parce qu'il va proposer des choses, le discriminateur va se tromper, et là il va comprendre que là j'ai peut-être mis le doigt sur quelque chose, je vais continuer sur cette piste-là et ça m'aidera à générer des visages qui sont plus réalistes. Alors, on a dans chacune de ces parties-là, donc seulement un seul de ces réseaux qui gagne. Ils essayent de jouer chacun l'un contre l'autre, d'où le terme antagoniste, adversarial en anglais. Et voilà, au fur et à mesure, ils vont s'améliorer petit à petit parce que ils vont se tirer vers le haut les deux. Parce qu'on a quand même, finalement, on a quand même un arbitre qui connaît la vérité et qui va renforcer soit l'un, soit l'autre des réseaux pour lui faire apprendre mieux son travail. Alors, on a quelques difficultés, je vous disais, un GAN c'est difficile à entraîner, Style GAN c'est difficile à entraîner, c'est pour ça qu'il n'y a pas
Il n'y a pas des scammers aux quatre coins de rue qui vont avoir leur propre instance et qui vont entraîner leur propre instance de GAN pour générer des deepfakes. Ils vont pas s'emmerder, ils vont aller sur This Person Does Not Exist. Alors, le premier problème, comme la plupart des process de machine learning, on va avoir l'overfitting, le surapprentissage. C'est-à-dire qu'on va avoir un des deux réseaux, ou peut-être même les deux, qui vont trouver un moyen, dans leurs paramètres, en fait, de finalement apprendre par cœur les données d'entrée. Mettons que le discriminateur, au fur et à mesure de l'entraînement, parce qu'on fait vraiment plusieurs millions, voire des milliards de parties, hein, le discriminateur, au bout d'un moment, cet ensemble-là d'images réelles, on n'en a que 70 000 d'ailleurs dans ce cas-là, il peut potentiellement l'apprendre par cœur. Alors on a des techniques pour faire en sorte qu'il ne fasse pas ça, mais s'il arrivait à le faire, et en fait, il n'y a plus de jeu. Quand on lui présente une image qui est dans sa base de données, dans sa mémoire, il va dire oui, c'est une vraie image, je la connais. Si on lui présente un truc qu'il ne connaît pas, il va dire non, là c'est le générateur. La partie est terminée, le générateur il ne peut plus jamais s'améliorer avec ça. Donc ça c'est le surapprentissage, l'overfitting. On a deux choses qui vont ensemble, qui vont de pair, donc une convergence très très lente. Et qui va de pair avec une puissance de calcul très très élevée. Ça demande beaucoup de puissance de calcul d'entraîner un GAN. Parce qu'il y a un truc qu'on ne voit pas, je fais beaucoup d'aller-retour entre mes slides. Il y a un truc qu'on ne voit pas, c'est que, qu'on voit, mais c'est que le générateur, il ne voit jamais à quoi ça ressemble une vraie image. Il fait juste de l'essai-erreur, il va juste balancer des images au hasard. Si ça ressemble un peu plus que la précédente à une vraie image, alors il va être récompensé. S'il se tire vers le bas, alors on va le punir. Mais il voit jamais une vraie image, et pourtant c'est lui à la fin qui va apprendre à générer des photos de visage réalistes. Donc vous imaginez que en faisant des essais-erreurs de à quoi ça ressemble une photo réaliste d'un visage, ça va prendre quand même pas mal de temps. On a eu un dernier souci qui s'appelle l'effondrement du mode. Ça je le détaille pas, mais en gros c'est le générateur, il va toujours générer la même image, et c'est une image qui arrive systématiquement à arnaquer le discriminateur. Dès que le discriminateur comprend ce qui se passe, il va du coup toujours le trouver. Et ensuite le générateur va passer à une autre image un petit peu différente, etc. Mais ça lui enlève toute sa diversité. Le générateur va toujours faire la même image, ce qui n'est pas super intéressant, puisque nous ce qu'on veut c'est à chaque fois qu'on fait F5 sur le site, ça nous génère un nouveau visage. Alors, des attaques sur... Ah bon, j'ai perdu mon retour. Si, c'est bon. Des attaques sur StyleGAN, on en a... On peut en trouver. On peut se dire, par exemple, ce qu'on va faire, on va, pour détecter si une image est un deepfake, on va utiliser le discriminateur de StyleGAN, parce que celui-là, il est disponible en ligne. Hop, celui-là, il n'est pas utilisé sur This Person Does Not Exist. Celui-là, il est jeté à la poubelle après l'entraînement, mais on peut le trouver quand même sur Internet. Il est mis en ligne par NVIDIA, qui est l'entreprise qui a créé ce réseau de neurones spécifique. Et on peut se dire, si on branche la photo de quelqu'un qui est une vraie personne, et ça va nous dire oui, c'est une vraie personne. Si on branche une photo de quelqu'un qui vient du générateur, ça nous le dira aussi, ça nous dira non, ça c'est un deepfake. Mais en fait ça marche pas comme ça, parce qu'à la fin de l'entraînement, ces deux réseaux là ils vont avoir convergé. On s'arrête en fait d'entraîner une fois que le générateur et le discriminateur ils ont atteint leur potentiel maximum et ils ont chacun 50% de correct. Ce qui est bien, mais ça veut dire que là, si on décide de faire notre détecteur basé sur le discriminateur pré-entraîné de NVIDIA, on aura 50% de taux de classification qui sera bon. On pourrait aussi entraîner notre propre discriminateur, on fait un réseau de neurones qui va prendre des images, qui va se baser sur des immenses datasets de photos qui viennent de This Person Does Not Exist, de vraies photos qu'on trouve sur Twitter, sur Facebook, etc. Mais en fait, si on fait ça, si on arrive à trouver un discriminateur qui a plus que 50% de performance, ça veut dire qu'on a réussi à trouver un discriminateur qui est mieux que celui de l'équipe de chercheurs de NVIDIA. Et autant vous dire que j'ai pas la prétention de dire ça. J'ai pas la prétention de faire un truc qui est plus performant que quelque chose qui a pris plusieurs ingénieurs experts plusieurs mois à créer. Donc on peut déjà jeter à la poubelle cette idée de brancher un discriminateur sur des photos de profil qu'on trouve sur Internet. Alors, je vous ai dit que les GAN c'était un jeu, c'est le générateur contre le discriminateur, etc. Je vous propose de tricher. On va avoir deux manières de tricher dans ce jeu-là. Alors soit on va
exploiter les règles du jeu, on va trouver une faille dans les règles, soit on va trouver un moyen de faire la rétro-ingénierie de ce GAN et de trouver des propriétés intéressantes qu'on peut trouver et qui vont nous donner des très très gros indices sur est-ce qu'une photo vient de ce site-là ou est-ce que c'est une vraie photo d'une vraie personne. On va jouer à un deuxième jeu. Celui-là, j'espère qu'il va être un peu plus facile pour vous. Je vous montre deux photos de deux personnes différentes. Il y en a une des deux qui est une vraie personne. Est-ce que vous pensez que c'est la personne de gauche? Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que c'est la personne de droite? Raté. Effectivement, c'était la personne de gauche. Il y a plein d'indices qui nous le donnent, mais là, vous avez eu beaucoup moins de mal. Comment vous avez fait? Déjà, alors le format c'est pas une photo carrée 1024 par 1024 comme on le voit sur le site. Il y a un arrière-plan qui est très détaillé, ce qu'on ne trouve pas sur les photos de This Person Does Not Exist, c'est très flou à l'arrière, etc. Des lunettes de soleil, on en voit rarement, et souvent elles sont un peu bizarres, elles sont un peu glitchées, un peu pas très symétriques, etc. Là c'est très clean. La pose, le visage en arrière, le grand sourire, etc. C'est des choses qu'on ne voit pas sur ce site. Alors qu'à droite, c'est du très standard, très flat. Toutes les photos, elles se ressemblent. La pose de visage, c'est un peu toujours la même, pas trop souriante, mais un peu quand même. Voilà, et donc on peut quand même détecter ça. Mais pourquoi est-ce que StyleGAN il fait des photos qui ressemblent tout à ça? Je vais vous parler de FFHQ. C'est le jeu de données sur lequel est entraîné ce réseau de neurones. FFHQ, ça c'est des images de vraies personnes qui ont été récupérées sur Flickr. C'est des images en open source, en licence libre, qui ont été redécoupées pour bien afficher la tête bien centrée. D'ailleurs, si vous vous baladez dans ce dataset là, donc il y a 70 000 photos, j'ai trouvé une photo de Mark Zuckerberg. Donc ça veut dire que finalement, c'est pas 100% des photos d'humains qu'il y a dans ce dataset. Il y a aussi le blogueur Corben que j'ai vu passer parce qu'il y a des photos d'une conf française. Donc il y a plein de speakers français qui sont là-dedans aussi. Donc vos deepfakes que vous trouvez sur internet, ils sont peut-être au moins 1% speakers français. Je vous remonte la même vidéo, vous l'avez peut-être pas vue. Voilà. Bon, désolé pour le rendu visuel un peu cursed. Voilà. On voit que les yeux sont toujours à la même place. Et ça, c'est une propriété du dataset. Elle est documentée, hein, cette propriété. C'est quelque chose, ils disent oui, c'est du 1024 par 1024, les yeux sont centrés autour de telle position, etc. Ça, c'est notamment fait pour faciliter un peu le traitement, faciliter les apprentissages. Mais du coup, ce dont on se rend compte, c'est que StyleGAN, il va essayer de reproduire FFHQ. Il ne va pas essayer de reproduire des visages humains, il va essayer de reproduire le dataset de vraies images, entre guillemets, qu'on utilise pour l'entraînement. Et ce dataset-là, il a des spécificités très fortes. Donc ça veut dire que rien qu'en se basant sur la position des yeux, on peut déjà se dire, avec une certitude relativement élevée, est-ce que cette image-là est un deepfake statique ou non? Je vous le montre en direct, hein, si vous voulez. Voilà. Je rafraîchis et là vous voyez que les yeux sont toujours à peu près au centre. Ça fait des visages très centrés. Le visage n'est pas toujours orienté droit vers la caméra. Mais les yeux sont toujours au même endroit. Cette technique, elle n'est pas nouvelle, hein. C'est pas moi qui l'ai trouvée, c'est un truc qui tourne déjà depuis assez longtemps. Et franchement, elle est pas mal, parce que sur les réseaux sociaux, en fait, je vous invite à aller voir, il n'y a aucune des personnes que vous connaissez qui a une photo comme ça, avec un zoom aussi fort, qui regarde droit dans la caméra. C'est très rare, en fait. Donc voilà, ça vous donne relativement peu de faux positifs. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va parler de pourquoi je vous ai vendu le truc en disant c'est le détecteur de deepfake le plus puissant du monde et tout. Franchement, foutre des ronds rouges sur les yeux, bon, c'est vu et revu. On va voir un truc que j'ai remarqué en générant moi-même plein de photos comme ça sur ce site-là. Alors je vous dirai pas pourquoi, mais promis, c'était pas des arnaques, c'était pas des bots. Ce que j'ai fait, alors ce que je vous montre là, c'est un petit script. C'est une requête qui va tourner en boucle, qui va télécharger plein de fois d'affilée l'image de This Person Doesn't Exist et qui va nous afficher les premiers caractères de son hash. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que
on voit que plusieurs fois d'affilée, là par exemple la deuxième et la troisième image qu'on nous renvoie, c'est exactement la même. Elles ont le même hash. Ici, ça va être aussi la même image. Ici, on a 3 fois la même image. Vous le remarquez, en fait, si vous avez une bonne connexion, vous rafraîchissez plusieurs fois la page assez rapidement et l'image qui va vous revenir, ça va être la même. Au début, je pensais que c'était un souci de cache. Je me suis dit, ah, ils ont peut-être un cache qui dure 1 seconde ou je sais pas quoi. Mais en fait, ce cache-là, il existe effectivement, mais il est côté serveur. C'est un cache global qui se rafraîchit à peu près toutes les 1,2 secondes, qui nous dit que, où que vous soyez sur Terre, si vous avez 2 personnes qui rafraîchissent la page en même temps, ils vont avoir la même image qui leur revient. Et ça, c'est super important. Ça veut dire que si on avait un script qui allait télécharger toutes les images, toutes les secondes, qui allait télécharger la nouvelle image de This Person Does Not Exist, qui allait la foutre dans une base de données, qui allait s'embêter à créer un index, etc. Pour faire tout ça, on aurait théoriquement un moyen de détecter si une image a été générée sur ce site, parce que finalement on les a toutes en stock, et donc on peut après juste faire une recherche. Alors personne n'est suffisamment fou pour faire ça, sauf moi. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Un script qui ressemble vraiment à ce que je vous ai montré là, il y a 2 slides, le petit script Python, qui va télécharger en boucle. Alors au lieu d'être juste une boucle, j'ai mis 10 threads, comme ça je suis sûr d'en louper absolument aucune. Donc chaque image, en vrai, elle est téléchargée à peu près 4 ou 5 fois. Ça va mettre ça dans un disque dur, voilà, c'est une base de données de toutes les images qui n'ont jamais été produites sur This Person Does Not Exist. Et dès que j'ai une photo de profil un peu suspecte, j'ai mon script de recherche d'images. Je vais aller parcourir toutes mes images et trouver un match là-dedans, trouver une image qui correspond. Bon, ça a l'air facile comme ça. En fait, c'est pas exactement aussi simple. On a 72 000 nouvelles images par jour, donc une toutes les 1,2 secondes. Une image, quand on la télécharge, elle fait à peu près 450 kilooctets. Alors quand je fais de la déduplication, parce que je les télécharge toutes 5 fois, à peu près, quand on fait de la déduplication, on est à 32 gigas de nouvelles données sur disque par jour. Ça fait 11 Tera par an. Je vous ai dit qu'on avait 100 balles de budget. 100 balles, c'est pas suffisant pour aller acheter tous les mois un nouveau disque chez Carrefour. Donc, il va falloir qu'on fasse mieux. On va devoir résoudre l'espace de stockage, bien évidemment, donc voilà, pour dépenser moins en disque dur, mais aussi le temps de recherche. Parce que là, alors, on a un problème qui est que quand on veut trouver une image, on va devoir parcourir tout notre disque dur à la recherche de cette image-là. Alors je vous entends déjà dire « Ah ouais, mais on pourrait stocker le hash et tout ça ». Le hash, c'est bien, sauf que sur Twitter notamment, sur Facebook, les images, elles vont être compressées, elles vont être modifiées, on va enlever les exifs, etc. Il y aura des transformations qui sont faites côté serveur sur l'image, qui font que quand j'envoie ma photo de profil à Facebook et quand je vais la récupérer derrière, via un scrapping ou via juste un téléchargement avec clic droit, ce ne sera pas la même image que je vais recevoir, elle sera un petit peu modifiée. Donc il faut faire de la correspondance visuelle. Donc effectivement, il faut confirmer presque pixel par pixel que les images sont à peu près les mêmes. Et ça, du coup, ça nous empêche d'indexer simplement le hash, le SHA-1, le MD5 ou quoi de votre image et juste de le foutre dans une base SQL. Ce serait facile, mais malheureusement, dans le monde réel, ça ne marchera pas. Contrainte de hardware supplémentaire, c'est de ça que je vous parlais un petit peu avec les 100 $ de budget qu'on a. C'est pratique en plus parce que cette conférence, je la titre en français 100 € de budget et en anglais 100 $. À l'époque, c'était pas vrai, mais maintenant les 2 titres sont vrais, donc c'est cool. Donc on a du disque dur, on en a peu, hein, vous voyez, enfin 256 Go, c'est cool, c'est une carte SD, hein, le truc, c'est ce petit device là, je sais pas si vous connaissez. C'est pas une Raspberry Pi, c'est une Jetson Nano, donc c'est fait par Nvidia. C'est en gros un Raspberry Pi, mais il y a une carte graphique par-dessus, ce qui est très pratique. Mais sinon les specs c'est à peu près les mêmes qu'un Raspberry. Alors, on a du GPU, donc on le sait, les réseaux de neurones ça marche très très bien, ça marche très très rapidement sur des cartes graphiques. Et là on a une petite puce graphique, donc on va pouvoir se servir de cette puissance de calcul là, plus que le petit processeur qui n'est pas super efficace. On va utiliser un réseau qui s'appelle FaceNet. Donc là ça tourne sur ce petit appareil, on a un réseau de neurones qui s'appelle FaceNet.
qui va faire une espèce de hashing visuel. Alors, on appelle ça des embeddings. C'est des vecteurs de nombres qui vont correspondre d'une manière, qui vont encoder d'une certaine manière un visage. Ça va être des vecteurs qui vont être tout petits, donc ça correspond en fait un petit peu à un hash visuel d'un visage. Par exemple, je ne sais pas, si le réseau de neurones croit comprendre que vous avez des lunettes, bah, il mettra peut-être une valeur élevée dans la première valeur de ce vecteur, donc cette liste de nombres. Si vous avez la peau plus claire, il mettra une valeur plus faible dans la 28e case du tableau, etc. C'est un truc un peu mystique, on ne comprend pas exactement quel nombre correspond à quoi, mais ça fait un hashing qui fait que si vous avez deux photos de la même personne, quelles que soient les conditions, s'il a changé de vêtements, si il s'est teinté les cheveux, si il sourit alors que sur l'autre photo il sourit pas, ces deux photos vont avoir quand même à peu près le même hash. C'est une espèce d'empreinte digitale de visage. Ouais, empreinte faciale, je sais pas trop comment le décrire, mais voilà, on va avoir ce truc-là où si on passe deux photos de la même personne, ça va nous donner le même hash à peu près. Et deux personnes différentes, ça va nous donner des hashes qui sont très différents, même si elles sont sapées pareil, même si tous les deux, il y a un fond qui se ressemble, si toutes les deux ont des lunettes de soleil, etc. Deux personnes différentes vont générer des hashes différents. Alors, FaceNet, ça s'entraîne d'une manière un petit peu différente, je ne vous le détaille pas là, mais on va s'en servir pour notre base. Donc, un vecteur, donc un hash de visage, ça fait que 512 flottants, donc 2 kilooctets, ce qui veut dire que en transformant une image en simplement son hash, donc là c'est un peu un hash comme un MD5 ou un SHA-1, sauf que là ça va encoder aussi une information visuelle. Donc même si on change un petit peu les pixels, ce sera pas très grave, le hash va pas être trop modifié. Et en plus, comme on a une carte graphique, on va pouvoir calculer ça rapidement. Pour faire de la recherche aussi, alors ici on ne va pas faire une recherche exacte dans une base de données. Si c'est un hash, on peut faire une base de données SQL et voilà. Ici on va pouvoir utiliser, pour faire une recherche approximative, on va utiliser OpenDistro de Elasticsearch, donc c'est la version un peu communautaire open source d'Elasticsearch avec des trucs en plus, et notamment un truc qui s'appelle la recherche KNN. C'est les cas plus proches voisins, donc quand on lui donne un vecteur à n dimensions, il va nous trouver dans sa base de données les vecteurs qui sont les plus proches de celui qu'on vient de lui filer. Donc c'est vraiment une recherche où il va nous dire c'est quoi le top 3 des visages le plus proche de ce qu'il a dans sa base, s'il indexe des hashes aussi de visages. Donc notre nouveau setup, c'est celui-là. Alors dans notre script, c'est quasiment le même, sauf qu'au lieu de stocker l'image brute, on va stocker le hash du visage. Donc on va stocker l'embedding. Et on va stocker ça dans une base de données de vecteurs qui tourne sous Elasticsearch. Quand on veut faire un lookup d'un visage suspect, d'une photo de profil suspecte, on va la passer dans la même moulinette et on va faire notre petite requête Elasticsearch pour essayer de voir si dans notre base de données, on a déjà un visage similaire qui est déjà tombé. C'est-à-dire un visage qui a déjà été généré sur This Person Does Not Exist. En point bonus, voilà, je vous le disais, moi je ne veux pas faire de la recherche avec des hashes dits cryptographiques, parce que du MD5 c'est bien, mais dès qu'on modifie un pixel, on peut le mettre à la poubelle et c'est fini. Ici, même si la personne est au courant qu'on va essayer de la cramer en faisant ça, etc., finalement un visage reste un visage, donc même si notre hacker, notre scammer, ou que voulez-vous l'appeler, si par exemple il retourne l'image, s'il la tourne très légèrement, s'il ajoute du bruit, s'il la crop un petit peu pour décentrer, pour que les yeux soient plus parfaitement au centre, etc. Normalement, FaceNet nous enverra quand même un hash, arrivera quand même à le retrouver très facilement dans notre base de données. Deuxième point bonus, qui est très intéressant pour certains cas d'application assez précis, c'est que chaque image apparaît exactement une fois. J'ai pas vu de doublon, moi, depuis le temps que mon script tourne, j'ai vu aucun doublon. Chaque image apparaît pendant seulement 1,2 secondes de toute sa vie. Ça veut dire que si on arrive à trouver une correspondance positive dans notre base de données, on saura dire exactement à quelle seconde il a été généré aussi. Ce qui peut aider notamment si vous cherchez à comprendre où habite vraiment la personne qui poste ses tweets pro-Poutine ou quoi. On se rend compte que ça a été généré pendant la nuit en Russie, et ben on sait déjà qu'il
il y a moins de chances que ce soit une personne qui a un job de bureau en Russie parce que c'est fait à 3 heures du mat. Donc on a le fuseau horaire. On a aussi on peut aussi les regrouper si on en a. On se rend compte qu'on en a 5 différents qui ont tous été générés à 5 minutes d'écart. On va aussi avoir ce gros indice-là qui nous dit que les comptes ont probablement le même propriétaire qui ne s'est pas embêté et qui a juste téléchargé 5 photos d'affilée sur This Person Does Not Exist. Alors, on va faire une petite démo. Si mon outil veut bien marcher, il est assez capricieux. Vous allez voir, je suis développeur front-end de profession. Voilà. Voici Fada. Les images sont indexées presque en direct. Donc là, on a 16 416 images dans l'index Elasticsearch. Hop, on va refresh, on va dire, allez, ce gars-là, on va l'enregistrer, on va dire, bon, là j'ai un profil qui m'emmerde un peu sur Twitter, est-ce que c'est une vraie personne? Là, comme ça, là, de prime abord, bon, on se dit quand même, ouais, ça peut carrément être une vraie personne. Donc on va le passer à la moulinette de Fada. Là, on croise les doigts pour que ça marche. Oh, ça a marché. Et là, on le voit. Alors, je vous l'ai pas dit, dans la base de données, je stocke aussi, en plus de stocker le vecteur, en plus de stocker le hash, je stocke aussi une image très très fortement compressée. Celle-là, elle fait à peu près 3 kilooctets. Donc elle est aussi largement compressée, mais ça permet d'avoir une confirmation visuelle. Parce que si juste Fada il vous disait votre score est de 95%, déjà vous ne sauriez pas ce que ça veut dire, et en plus ce serait encore plus dégueulasse parce que mon front-end est super moche. Donc là au moins vous avez des jolies images, et donc ça vous sort le top 3. On voit effectivement, alors ces deux personnes-là, c'est d'autres personnes sur This Person Does Not Exist, on voit qu'ils lui ressemblent pas mal. C'est un truc qui est accessible si vous voulez le faire chez vous d'ailleurs. N'hésitez pas, ça vous donne des sosies de vous qui sont des deepfakes. Et voilà, bon, j'ai aussi implémenté ce petit truc qui vous donne la technique des yeux. Alors, voilà, on a un peu plus de 15 millions de visages indexés, recherche qui prend moins de 10 secondes. Dispo gratuitement si vous y allez. Alors mettez bien HTTPS devant parce que je suis nul aussi en SSL. Du coup ça vous fait pas la redirect. Et c'est de l'open source si jamais vous voulez voir comment ça marche à l'intérieur. Alors on a encore 2 petites minutes et après je prendrai les questions à côté, comme ça on a le temps de finir la présentation. Donc je vous ai donné un bon discriminateur. Maintenant je vais vous donner un bon générateur. Alors je vous envoie sur ce petit collab. Attendez, hop. Scannez pas le QR code, il sert à rien. C'est un collab, donc c'est du notebook Python qui tourne en ligne sur les serveurs de Google. En gros, ce qu'on peut faire avec ça, c'est on se rend compte que StyleGAN 2, on peut le télécharger, le modèle pré-entraîné, celui qui est exactement le même que This Person Does Not Exist. Ce modèle-là, il est disponible en open source sur le GitHub de NVIDIA. Et du coup, on peut nous aussi aller taper dedans. Du coup, bon, je vous déroule un peu ça, c'est pas super intéressant mais vous pouvez aller voir comment ça marche si vous voulez. Ici on a en fait, vous vous souvenez que le générateur il prend une donnée aléatoire en entrée et c'est comme ça, c'est ça qui lui donne un peu son inspiration. Et bien le générateur on peut créer ces données aléatoires là from scratch et se créer des images maison, et celle-là elle n'a jamais été générée par exemple par This Person Does Not Exist, donc elle ne sera pas indexée dans Fada. Donc ça c'est déjà un bon point si vous essayez d'éviter la détection avec mon outil. Et il y a une autre propriété des réseaux de neurones. Alors, si vous vous souvenez un petit peu de vos cours de maths, une fonction continue, c'est une fonction qui est définie par si on bouge un peu l'entrée, la sortie elle bouge pas trop non plus. Voilà, définition mathématique relativement formelle. Et ça, c'est une propriété qui est respectée par les réseaux de neurones. C'est-à-dire que ce vecteur-là en entrée, ces nombres aléatoires-là que je donne en entrée à manger à StyleGAN pour qu'il me génère ce visage, il y en a, je crois, 256, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. On en a... J'essaye de retrouver le nombre, mais je le vois pas. Bref, si on modifie un petit peu ces nombres-là, mais pas trop, et ben en fait, on peut générer des visages qui ressemblent un petit peu. Là, par exemple, vous voyez, là, il sourit un peu plus, le background est différent, mais ça reste un peu la même personne. Donc ça, si vous avez un faux profil sur les réseaux sociaux que vous voulez alimenter avec plusieurs photos de visage, avec différents âges, différents fonds, etc., c'est mieux que d'avoir juste une photo statique que vous utilisez partout, quoi. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si jamais il y en a qui veulent tester le produit Coding Game là, pour tester vos devs et tout ça,
Ça, c'est un QR code qui est très rare parce qu'il vous donne un essai gratuit 2 fois plus long que celui qu'on donne aux personnes lambda, donc vous êtes un peu des privilégiés. Voilà, c'est vraiment, si vous recrutez des devs, ça peut être vraiment utile. Et voilà, je suis dispo pour vos questions ici maintenant, ou sinon je vous mets mes contacts et vous pouvez aller me DM ou m'envoyer un mail. Merci. Je pense qu'on a le temps pour une question peut-être, et après je vous retrouve à la sortie de l'amphi s'il y en a d'autres, voire même 0 question. Ouais, on a une question là. Au niveau de l'altération des visages, jusqu'à quel niveau l'altération est détectée Vis-à-vis de FaceNet, du coup, alors la question c'est à quel niveau on peut altérer le visage pour qu'il soit encore détecté. J'ai pas testé franchement, parce que généralement les gens qui font des bots comme ça, ils s'emmerdent pas, et s'ils veulent faire plus simple, soit ils vont sur mon notebook, soit ils vont taper sur Midjourney ou Dali. Ils peuvent en générer plein des comme ça aussi, et ceux-là ils peuvent évidemment pas rentrer dans l'outil, quoi. Bon, merci tout le monde, et puis bah ouais, si jamais, je suis encore dispo si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Merci.